Pas de questions, on va passer au Dr Fex pour la dernière présentation de cette session. Bon, je suis chirurgien, mais néanmoins, il faut parler avec les gens quand même. Il faut essayer de comprendre les couples. Sur l'implant, j'étais forcément un petit peu vite. Bien évidemment, quand il y a un couple établi, il faut que la partenaire soit totalement intégrée au processus décisionnel d'une intervention chirurgicale, mais également pour tous les types de traitements. Le couple, ça a quand même pas mal changé. Alors, je ne suis pas, on va dire, un sociologue, mais il y a, avant les années 68, la pilule, l'avortement 75, etc., ben, le mariage, c'est ce qui faisait le couple. C'est-à-dire, c'était quand même quelque chose où il y avait des interdits, pas de sexe avant le mariage, hors du mariage, après le mariage, etc. Il y avait des critères religieux assez forts. Les pratiques sexuelles comme la masturbation, la fellation, le cunnilingus, tout ça, c'était considéré comme quasi déviant. Et que on a quand même pas mal évolué, et ça, c'est les sources INSERM. Encore une fois, c'est pas la presse people. Mais c'est que finalement, avant, le fondement du couple, c'était une association entre un homme et une femme, entre deux familles, avoir une descendance, bâtir un patrimoine, et que maintenant, la sexualité, c'est ce qui est le fondement du couple et la réussite du couple. Et il n'y a pas donc les mêmes interdits qu'il pouvait y avoir avant. L'âge du premier rapport a diminué. Il est actuellement de 17 ans et 3 mois pour les garçons et de 17 ans et 9 mois pour les filles en France. La multiplicité des partenaires et des couples hors mariage. En moyenne, un homme, à l'heure actuelle, a eu 11 partenaires sexuels dans sa vie et une femme entre 5 et 6. C'est ça les dernières normes. Alors évidemment, c'est des moyennes. Hein, donc je vous laisse imaginer. Il y en a qui font monter bien évidemment la moyenne. Et puis qu'il n'y a pas le même discrédit sur la masturbation et différentes pratiques sexuelles. Donc finalement, la notion de couple a beaucoup changé depuis une quarantaine d'années. Et selon le rapport Bajos dont je vous parlais peut-être tout à l'heure, à moins que ce soit pendant le DPC que j'en ai parlé ce matin, eh bien c'est que finalement il y a une grande amélioration notamment de la sexualité féminine avec le droit au plaisir. Alors qu'avant, il fallait faire très attention, pas de pilule, l'IVG interdite, pas le droit à l'erreur, hein, le coït interrompu, le préservatif, et puis c'était à peu près tout, ou la méthode Ogino. Donc une hausse de nombre de partenaires déclarés, une augmentation des rapports sexuels. 5 à 7% des femmes ont testé, même si elles sont entre guillemets hétérosexuelles, et déclarent avoir eu quelques rapports homosexuels. Élargissement du répertoire des pratiques sexuelles également, qu'on en a parlé. L'augmentation de l'activité sexuelle, y compris chez les femmes de plus de 50 ans. Donc il y a une mutation quand même de l'activité sexuelle des couples. L'importance de la sexualité est également relatée dans ces études. Par exemple, vous voyez que la France, par rapport au monde occidental, pour les hommes d'un certain âge, 55% c'est important, et pour les femmes quand même 40%. Et également pour les femmes de plus de 50 ans, elles sont toujours concernées par la sexualité, très ou moyennement concernées. Donc le classique, c'est ménopausée, on n'a plus du tout envie. Oui, peut-être pour certaines, d'autant plus que la baisse de libido est le premier symptôme sexuel féminin, mais que la sexualité est importante. Et pourquoi c'est important ? Parce que c'est ce qui fait un couple, sinon on est un frère et une sœur. Alors peut-être qu'à certains âges, ils déclarent forfait, parce que les facteurs physiologiques, les rhumatismes, le cœur, etc., fait qu'à ce moment-là, on a jeté l'éponge à 70, 75, 80 ans, voire plus, et encore, il y a des exceptions, mais que globalement, la sexualité reste importante, y compris après 50 ans. Donc la sexualité du couple, c'est vraiment le ciment du couple contemporain. C'est important d'avoir une vie sexuelle, entre guillemets, pas forcément épanouie, mais au moins satisfaisante. Ça l'était peut-être moins auparavant. Donc c'est un enjeu extrêmement important, la sexualité, et sûrement plus important qu'avant. D'autant plus que maintenant, certaines femmes, et certaines jeunes femmes notamment, et on le voit en consultation, deviennent de plus en plus exigeantes. Alors qu'avant, elles ne faisaient pas forcément de critiques par rapport aux qualités, on va dire, de la sexualité qu'elles pouvaient avoir avec leur partenaire. Donc je vais essayer de vous donner un petit peu comment moi je fais. C'est que quand il y a le couple, ce qui est bien, c'est d'essayer d'évaluer l'état sexuel antérieur. Quand ça allait bien, comment ça marchait. Le poids de l'organicité.
chez le patient, mais également chez sa partenaire. Pedro Liberati vous a parlé tout à l'heure des facteurs gynécologiques. Quel est l'âge de la partenaire? Est-ce qu'elle est ménopausée? Est-ce qu'elle a un traitement hormonal substitutif? Où elle en est? Est-ce qu'elle a des douleurs, etc. Donc il peut y avoir des facteurs qui bien évidemment sont importants. Puis quelle est la demande? Donc la notion du couple est essentielle pour avoir une stratégie la plus adaptée possible à la prise en charge thérapeutique. Il y a 3 déterminants principaux. C'est quel est le rôle imparti, le pouvoir. Quand vous les voyez tous les deux en consultation, vous voyez tout de suite quand même au feeling là qui c'est qui tient la culotte, comme on disait ma grand-mère, quoi. C'est-à-dire quel est le chef? S'il y a un chef. Parfois ça peut être équilibré. Souvent vous avez l'homme qui dit rien et la femme qui répond à la place du patient, qui dit ce qui se passe, qui sort les examens. Enfin bon, c'est une maman, quoi. C'est une maman et une chef. Ou inversement, au contraire, des femmes très effacées. Donc, à vous donner un petit peu une idée des rôles impartis et du pouvoir dans le couple, les territoires d'intimité, c'est-à-dire comment se passait leur sexualité avant, la notion de préliminaire, un petit peu comment ça se passait, et voir un petit peu s'ils sont dans des situations difficiles. Des fois, des gens qui osent pas vous dire qu'ils font chambre séparée. Alors, ça peut être parce qu'ils ronflent très fort, entre parenthèses, chercher le SAS. Mais ça peut être également parce qu'il y a plus de territoire, il n'y a plus de sensorialité. Et c'est uniquement là, on parle que d'érection et de sexualité, alors qu'il y a de la sensorialité qui a disparu. Puis quels sont les scripts sexuels? On en a parlé tout à l'heure pour les IPDE5, il y a le classique samedi soir à 23h, après le restaurant, le cinéma, mais il y a également, quand ça marchait bien, comment ça se passait, quelle était la fréquence des rapports sexuels. Et surtout, est-ce qu'il persiste de la sensorialité? Très souvent, un homme qui a des troubles érectiles, il oublie le reste. C'est-à-dire, il ne va pas se lancer à commencer à embrasser sa partenaire, à la caresser, parce qu'il sait que s'il va plus loin, la step 2, c'est quand même d'être engagé dans un processus qu'il n'est pas forcément capable d'assurer. Et s'il avait l'habitude de prendre l'initiative dans sa vie sexuelle quand il n'y avait pas de problème, eh ben, comme c'est lui qui est, entre guillemets, le dépositaire de l'initiation du rapport sexuel, il va se retrouver en difficulté. Il bloque tout, alors que les femmes disent « mais je comprends pas, il m'embrasse même plus, il fait plus rien ». Parce que pour les femmes, à la limite, enfin pour certaines femmes, ça peut être au moins, on va dire, un espèce de patch quand même sur la sexualité qui est difficile, mais au moins de garder une sensorialité. Donc tout ça, c'est important à regarder, et il faut que le patient respecte le fonctionnement de chaque couple. De temps en temps, c'est pas des problèmes d'érection, c'est des problèmes de couple. Hein. Ils s'engueulent devant vous, tout. Vous voyez très bien qu'il y a une grosse, entre guillemets, conjugopathie. J'en ai mes mains une fois, enfin une qui a mis une claque à son partenaire, enfin son mari devant moi, enfin bon, pugilat en direct. Quelle est la qualité de la relation? Donc établir le degré d'entente ou de mésentente. Faire la différence entre une crise passagère et une conjugopathie installée. Il y a des événements de vie qui sont plus difficiles, changement de travail, faire construire une maison, des enfants, le quotidien ça peut tuer. Parce que réfléchissons. On a besoin de manger, on a 3 repas par jour, mais la sexualité, c'est du temps. Et c'est du temps qui doit se prendre sur autre chose. Donc il faut savoir le prendre. Et il y a des gens dans la vie, on va dire, entre guillemets, moderne, qui ont de plus en plus de temps, de plus en plus de problèmes à trouver du temps. Et puis après, il y a les couples négatifs et les couples positifs. Alors les couples négatifs, c'est qu'il y a un défaut de communication. Ils n'arrivent pas à communiquer. Et finalement, le trouble de l'érection, c'est le catalyseur. Ou alors, au contraire, c'est carrément, ils s'entendent plus du tout, et que la dysfonction érectile qui va arriver par-dessus, c'est le prétexte, éventuellement pour la partenaire, dire ça suffit. Et la femme, la partenaire, quand il y en a une, là, on se place dans la situation d'un couple, peut être un frein à la prise en charge. C'est-à-dire que si vous donnez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, du Viagra à 100 mg, que le patient va prendre scrupuleusement 1 heure à 2 heures avant, sans le dire à sa partenaire, et qu'il arrive 1 à 2 heures après, après s'être masturbé en érection alors qu'il s'engueule toute la journée, vous doutez bien que ce n'est pas le Viagra qui va régler le problème. Ça peut peut-être régler l'érection, mais ça va peut-être même aggraver le problème. Voilà. Donc il faut savoir intégrer la partenaire dans le processus, surtout quand il y a un couple négatif avec une femme opposante. Alors qu'au contraire, vous avez des couples positifs, vous voyez bien qu'il y a de l'affection, il y a de la sensorialité, la femme est, on va dire, demandeuse, mais sans être exigeante, et en tout cas aidante et facilitante pour la prise en charge. C'est le principal facteur pronostic, avant les facteurs cardiovasculaires et tout ce que vous voulez. S'il n'y a pas de couple, et a fortiori un couple opposant, ça va être beaucoup plus difficile. Donc il y a des facteurs de maintien de la dysfonction érectile dans le couple, la perte de l'intimité, donc il n'y a plus de préliminaire, il n'y a plus rien, il n'y a plus de sensorialité, la mauvaise communication, quand il n'y a pas de rapport sexuel, quand on dit le classique, on va se réconcilier sur l'oreiller, quand sur l'oreiller c'est la tragédie tout à l'heure de la chambre à coucher, c'est clair que ça ne va pas arranger la situation du couple.
puis la diminution ou l'absence de préliminaires. Donc vous voyez que la relation de couple est extrêmement importante. Donc il faut savoir réassurer quand on peut, expliquer le mécanisme de la dysfonction érectile, parce que certaines femmes comprennent de travers les choses. Il n'a plus envie de moi, je suis plus attractive. Il en a une autre. Il y en a qui disent, alors en plus, elle croit que j'en ai une autre. Alors c'est la catastrophe, parce qu'avant, c'était 3 fois par jour, donc elle est sûre qu'il y a quelqu'un d'autre. Alors pour peu qu'il y ait un cadavre dans le placard, un petit peu qui sort de, je ne sais pas, il y a combien de temps, ça va être encore plus difficile à gérer. Donc il faut savoir se faire une alliée de la partenaire, s'il y a un couple qui le permet, de façon à lui expliquer que non, c'est pas son attractivité, forcément, il le dit, il a toujours de la libido éventuellement. Mais simplement que le fait de ne pas pouvoir fait qu'il y a une peur, une anxiogénicité qui fait qu'il va perdre l'érection, que ce n'est pas du tout la relation de couple et la relation affective qui est en cause. Attention à la demandeuse, mais exigeante aussi. Alors celle-là, elle met une grosse pression. Faut y arriver, docteur, parce que sinon, c'est pas possible. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir une demande qui parfois est très difficile et qui, vous vous en doutez bien, va être encore plus anxiogène et difficile pour le patient. Donc il faut savoir un petit peu étudier l'écosexologie du couple pour essayer d'optimiser la prise en charge. Et puis là, bien évidemment, de temps en temps, il faut savoir passer la main. Quand il y a une conjugopathie, qu'il y a des femmes opposantes, etc., c'est pas forcément notre rôle, mon rôle également, si la situation est trop complexe. Et prescrivez pas des IPDE5, du Vitaros, des injections à un couple qui s'engueule. Ça ne va pas régler le problème sur l'oreiller aussi facilement que vous le croyez. Donc il y a des facteurs positifs, la motivation à fonctionner en couple avec une bonne harmonie sexuelle, l'attrait érotique persistant des partenaires, complémentarité et similitude des attentes dans la sexualité et dans le couple, respect réciproque. Voilà, et vous voyez bien un petit peu, quand vous les voyez en consultation, s'il y a un respect entre les deux partenaires. Parfois, trop de respect fait qu'on ne fait plus rien non plus. Donc, ça dépend ce qu'on entend également par respect. L'absence de conflits larvés, leur aptitude surtout à toujours communiquer. C'est pour ça que quand on voit les couples, on a quand même le feeling pour savoir si ça se passe bien, même si on n'est pas psychiatre. Alors que les facteurs négatifs, c'est tout ce qu'on a vu. C'est ce que vous avez vu avec la communication tout à l'heure. Alors, si en plus, il y a des relations extra-conjugales, 50% des hommes ont eu au moins une relation conjugale dans leur vie de couple et à peu près 25 à 30% des femmes, d'après le rapport Bajos. Donc si vous avez une vieille affaire là, dont bien sûr la partenaire est au courant, ça va également être un frein à une prise en charge facilitante. Des troubles de la personnalité de l'un des partenaires, les facteurs psychiatriques, si on est dépressif, si elle est dépressive, si elle a une dysfonction sexuelle féminine, si elle est ménopausée, si elle a une perte de libido, ça va également être un facteur négatif, des attentes non complémentaires, le manque de désir de l'un des deux partenaires. Donc toutes ces situations sont bien évidemment des freins à la prise en charge et doivent vous faire inciter à demander l'avis d'un psychosexologue pour une thérapie de couple ou une thérapie cognitivo-comportementale, en tout cas pour une transversalité pour la prise en charge. Donc, il y a des situations encore plus complexes, il n'y a pas de partenaire, elle ne vient pas. Mais est-ce qu'elle est au courant ? Oui, ou des fois non. Non, c'est mon problème, c'est pas le tien, et je veux pas qu'elle le soit, parce que comprenez, j'en ai une autre. Alors voilà, bon, donc déjà, vous partez de façon plus difficile dans la prise en charge. Ou alors elle veut pas venir, c'est pas son problème. Peut-être aussi parce que des fois, elle a peur un petit peu qu'on la mette, c'est un petit peu péjoratif, sur le gris, et qu'elle aussi, elle se dit, mais peut-être que j'ai des choses, moi aussi j'ai une dysfonction sexuelle, j'ai pas envie d'en parler. Donc il y a un différentiel de prise en charge. Ou alors un manque d'investissement. Des fois, il y a des différentiels de libido. Lui, il peut avoir, entre guillemets, une libido à 2 fois par semaine, puis elle a 1 fois par mois, ou inversement. Et à ce moment-là, ce n'est pas forcément un problème de dysfonction érectile ou de troubles sexuels féminins, c'est simplement un différentiel entre les deux. Partenaires multiples. Vous n'avez pas convoqué tout le monde non plus, il y en a plusieurs. Donc là, à ce moment-là, on fonctionne un petit peu comme un célibataire, avec bien évidemment la notion d'essayer de voir selon les partenaires ce qui se passe. Dysfonction sexuelle de la partenaire, on en a parlé, puis après on parle du couple hétérosexuel classique, mais bon, il y a également des couples homosexuels. Couples homosexuels, dans la vision de l'hétérosexuel standard de base, bon, ils sont deux, il y en a bien un des deux qui fonctionne, c'est pas du tout comme ça que ça se passe chez les homosexuels. C'est important que les deux aient des érections, y compris celui qui est éventuellement passif et qui n'est pas forcément que passif. Donc il y a une prise en charge également qui est spécifique. Donc pour conclure, compréhension du symptôme dysfonction érectile, évaluer un petit peu le couple, et surtout quand il fonctionnait bien. Et si un jour il a bien fonctionné également, ce qui n'est pas toujours le cas. Évaluation de partenaire et donc du couple, différencier problématiques simples et complexes, thérapie de réassurance si c'est possible, notamment l'anxiété de performance, pour bien expliquer à la partenaire, surtout quand elle est facilitatrice, que c'est pas parce qu'il n'a plus envie, c'est parce qu'il n'y arrive pas, et c'est différent, et un travail en transversalité.
la place de la Comédie à Montpellier. Y a-t-il des questions ? À quel moment tu fais venir un partenaire? Est-ce que tu le vois plusieurs fois quand... Soit ils viennent tout seuls à la première fois, soit ils viennent à deux. Quand ils viennent à deux, ça peut être bon signe, comme tu l'as dit, ça veut dire qu'il est pris en charge. Ou au contraire, c'est elle qui traîne son mari et qui vient un peu comme la chef-tête. Donc c'est pas forcément toujours bon signe. C'est pour ça que c'est très variable. Je propose toujours à l'homme que je vois seul et qui est en couple, pas s'il en a 3, s'il en a 4, hein, là on est dans un cadre différent, mais je propose toujours de venir en couple la deuxième fois. Je ne fais pas quand j'étais plus jeune, il faut qu'elle vienne. Parce que si on impose des choses, tu sais, le docteur il a dit qu'il fallait que tu viennes. Alors là, elle va se braquer. J'ai dit non, écoutez, vous lui imposez rien, ce serait bien. Si elle n'a pas envie de venir, elle ne vient pas, mais ce serait bien. Voilà, je pense qu'il faut essayer de donner un message soft. Et ça vous permet d'avoir le feeling de voir si vous êtes dans un couple négatif ou positif. Mais quand on est dans un couple négatif, très souvent, enfin, on le sent en type, vous savez, je suis venu, mais bon, elle ne sait pas trop. Et puis, bon, je lui ai dit que je venais pour la prostate. Bon, ça part pas très bien. Et après, combien de fois la voir? Moi, si j'ai un bon feeling la première fois que je vois qu'elle est, entre guillemets, facilitatrice, positive, gentille, pas opposante, pas trop exigeante, bah, je lui dis, si vous pouvez venir la prochaine fois pour me dire comment ça se passe le traitement, ce serait bien. Voilà. Mais après, pas forcément, quoi. C'est vraiment au feeling et au cas par cas. Hein. Pour l'implant pénien, si dans un couple on met un implant sans parler avec la partenaire, on va au clash. Parce que quand il va arriver qu'il va faire pout, 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 si on n'a pas parlé, ça peut mal se passer. Ben, l'opposante, je vois si, entre guillemets, c'est une opposante, on va dire, simple ou pas. Soit c'est une opposante simplement parce que ça fait trop longtemps qu'il y a un problème. En moyenne, on en a parlé ce matin, en DPC, c'est 2 ans de dysfonction érectile. Donc simplement, elle est opposante parce qu'elle en a eu marre d'être frustrée et qu'elle n'a pas envie de se lancer dans l'affaire et qu'elle est un petit peu découragée. Mais elle n'est pas opposante au fond. Elle est opposante à la reprise de la sexualité qui lui paraît complexe, y compris médicalement assistée. Ou alors, il y a la vraie opposante avec une conjugopathie où tu sens que le couple était dysfonctionnel et a fortiori avant. Et à ce moment-là, je gère avec... J'appelle un ami, comme dirait l'émission de télévision, pour avoir un petit peu d'aide. Une amie ou un ami sexologue. Alors, bien évidemment, comme je sais qu'il y a des Mauriciens, je ne connais pas un petit peu les facteurs socioculturels dans le couple sur l'île Maurice. Est-ce que c'est assez comparable un petit peu à l'île de la Réunion, à la métropole? Ça, c'est des facteurs que je ne connais pas. Les facteurs religieux aussi dans la notion de couple sont importants et à prendre en considération. Une chose que je voulais ajouter ici, c'est vrai que dans le service public, dès qu'une personne a une dysfonction érectile, c'est tout de suite va voir le psychiatre. C'est même s'il y a des grosses pathologies organiques, c'est le psychiatre qui va régler le problème en premier. Et... Ça se saurait, hein, mais là où tu as raison, enfin, vous avez vu tout à l'heure, c'est qu'il y a le psychiatrique, le psychogène pur, ça existe, hein. Mais enfin, c'est quand même rare. Hein. On est souvent sur un lit de facteurs de risque cardiovasculaire ou médicamenteux, où on a parlé de la prostate, etc., ou déficit androgénique, et qu'il y a une répercussion psychologique. C'est sûr que s'il y a des érections parfaites le matin, qu'il a deux partenaires et qu'avec une ça marche très bien et avec l'autre ça marche pas, peut-être pas forcément psychiatre, c'est peut-être plutôt un conseiller conjugal et un petit peu rediscuter de la notion de couple. Donc je ne sais pas comment ça se passe à Maurice, mais les psychiatres en France, et je ne sais pas comment ça se passe à La Réunion, mais s'intéressent très peu à la sexualité, avec une vision un peu analytique de la sexualité, en disant si le cerveau va bien, la sexualité ira bien.
C'est pour ça que la sexologie existe. C'est que le symptôme sexuel à prendre en considération, vous n'allez pas forcément changer le passé de tout le monde. Certains ont besoin de faire une analyse, une thérapie analytique et d'aller au plus profond d'eux-mêmes pour arriver à améliorer leur sexualité. Mais très souvent, ceux-là ont une dysfonction sexuelle qui est très ancienne et qui date depuis la prime jeunesse. Mais pour d'autres, ils ont envie de régler un problème avec une anxiété anticipatoire, un problème psychologique ou secondaire, on va dire, ou associé, et pas forcément d'une thérapie profonde. Ça dépend ce qu'on entend par psychiatre et quel type de thérapie il va effectuer. À Maurice, justement aussi, c'est vrai que la sexualité, c'est vraiment un sujet tabou qui est très rarement évoqué lors des consultations. C'est vrai que quand je vois les personnes qui sont référées dans ma pratique, c'est vrai que cette personne a essayé peut-être tout et vraiment dans le désespoir qu'il vient chez nous pour en parler. Et ça, c'est vrai que c'est triste. Peut-être, voilà, un message pour tous mes collègues ici, vraiment de poser, voilà, la sexualité, ça fait partie de l'homme, ça fait partie du couple. Et c'est vrai que de poser juste une question très simple, comment ça se va au niveau de votre sexualité? Est-ce que vous avez une érection? Comment ça se passe? Et là, c'est vrai que ça aide bien, moi je trouve, dès qu'on pose la question, spontanément, la personne répond et parle des difficultés. Ils attendent qu'on en parle, hein. Ils attendent qu'on Ouais. en parle et qu'on leur ouvre la porte. Et qu'on l'a dit, les facteurs de risque cardiovasculaire, les traitements, c'est l'occasion d'en parler. Je souligne que le fait d'avoir des communications de 12 minutes, c'est très intéressant. C'est la durée moyenne d'un rapport sexuel en France. En tout cas, Question non incluse. d'abord, je voulais vous remercier tous pour cette session multidisciplinaire. J'ai invité le docteur Verma, qui est urologue sur Maurice, et je voudrais également avoir son avis, son impression du paysage à Maurice, de ce problème de dysfonction érectile et comment il a été pris en charge, outre effectivement, comme nous dit le docteur Bissessard, par les psychiatres, mais est-ce que our patients refer to you very often for these cases, and what are the solutions you can propose in Mauritius? I would start by saying that this is a grossly underreported social stigma in this country. One special thing that is there in Mauritius is the rampant presence of diabetes, which is a very big contributor to the sexual dysfunction in this country, in addition to other usual causes. The presentation is very unique, 10 years back when I came here and I started practicing this, we used to have 3 kinds of presentations. There are volunteers who will come forward and speak to you about their sexual problems. Then there are couples who will come with mutual consent that, okay, let's go together. And then there are males who are forced into the consultation by their partners, which is a big chunk. The unwilling male brought to your consultation was not willing to share his problem. And there is a new phenomena which is now emerging, and I call them the loners. These are the youngsters who will come to you and they will say, I don't have a partner and I don't want to have a partner. My problem is that I don't get erections to masturbate. This is a new phenomena which is emerging, and I notice it very frequently. I don't know what others feel about it, but I come across this situation very often. At the end of the day, they say that you saying that you take this medicine, say, so many hours before the sexual intercourse. I actually don't have sexual intercourse. I don't have a partner. So how do I try it? This is a phenomena which is emerging in Mauritian society, and I must say they are all youngsters. And what will be the cause of that? What was the explanation for that? I don't know. There are a lot of social factors behind it. This starts with your school and your at home. There are mama's boys. Then there are the school rejects. I must say, the people who have had rejections many times
from their prospective partners or where they had their attraction going to, and then they decide that, it's not for me to have a partner. This is what I feel, but it is still is an unexplored phenomena, which probably with time we will understand more. For the benefit of the audience, as we have a few minutes, I would like to go. It has been a wonderful, very elaborate expose of various aspects of sexual dysfunction in males. Let me start with the very basis of what is the sexual response in males. Basically, the sexual response in males is a very orderly sequence of a certain psychophysiological states. It starts with desire, it goes on to arousal, and then comes the orgasm, and it ends with resolution. This is how is the sexual response in the males. And since there are many psychophysiological states involved in the sexual response of a male, that is why the problems is also at multiple levels. And that leads to the fact that probably there is no other problem in the medicine which is as multidisciplinary as the sexual dysfunction in male is. It involves the sexologists, the urologists, the cardiovascular surgeons, the vascular surgeons, the endocrinologists, the psychiatrists and the psychologists, and the radiologists, for that matter. So this is because of the fact that it's not a unifactorial issue. It has many states of mind, it has many states of physical disorders, and it has many states of mental status of various things. So it has to be always a multidisciplinary approach, and every individual has to have a tailor-made solution to his problem. It cannot be that there is one magic remedy to every single patient that comes your way. The other thing that I would always like to emphasize is that, the investigation part of it. It is not something which can be defined on a piece of paper. It has to always to be tailor-made. After the elaborate interrogation of the patient, the partner, looking at every aspect of it, you might have to go through various referrals to a psychologist or to an endocrinologist or a cardiovascular person before you actually come to a conclusion what should be the battery of tests that you have to apply. Because all of them, some of them are invasive, many of them are psychologically invasive, and some of them are very expensive. And many of these things are not reimbursed by the health insurers, or for that matter, whoever is paying for it. So it has always to be tailor-made recipe for every individual patient, to what extent you would like to investigate a particular person. When you come to the solutions, the AUA guidelines very clearly define that at the very first opportunity of offering the treatment modalities to your patient, there are two things which are very important. One is that it has to be a shared decision making. It cannot be that you impose your decision on the patient. It has to be shared decision making between the physician or multiple physicians, the patient and the partner. And at the very first level of decision making, you have to put everything on the table. No matter how invasive is the solution, no matter how and what kind of complications are involved in a particular modality of treatment, but at the very first
stage of decision making, you have to put everything on the table and let the patient be informed about the do's and don'ts and pros and cons, and then let them choose. If somebody wants to choose a prosthesis straight away, bypassing all other modalities, it's okay. Let him. So this is what is the guideline of the American Urological Association about the sexual dysfunction in males. Plus there are certain things that we have not spoken about today. One of them is very much these days being popularized, is the low intensity extracorporeal shockwave therapy. I did some words about this. Maybe I missed because of the language. Probably. I did new options with electroshock therapy, with stem cell therapy, and maybe PRP. Yeah. But we need more evidence-based medicine to know if it's maybe in the future good option for, especially for vascular patients. Yeah, at best they are at the investigational level, because the peer-reviewed literature does not find any conclusive evidence that these newer modalities are actually better than the sham. So, and then the future lies in molecular biology to define more the cellular pathways, the molecular level regarding the growth factors, and the regenerative medicine. So I think we conclude there. Yes. If anybody has anything more to clarify, all the speakers are here. Just one word to say. In France, I see also this kind of patient without any sexuality before, just because I can't have an erection, even by masturbation, so I can't find a partner, I can't be married, and it's a real problem. And according to me, very often social and religious factors who are behind the bed. Yes, it's all here most of the time, because a machine which has never been tested cannot be condemned. But the fact of the matter remains that it is a problem which is very prominent in certain males. They are not willing to go to any partner. For example, in the Middle East area, you have the honeymoon pill with the sildenafil, because don't crack under pressure for the young man, because all the family is looking after the first night. Yes. If it's okay or not. Yeah. And it's real pressure, enormous pressure for the patient. So probably social aspects are really very important, but sometimes it's very difficult to take care of this social and cultural and religious factors. Exactly. You know, if you move from Middle East to further towards the East, there are instances where the couple is married and they do not know what to do on the first night. This is also one scenario, because there is an absolute lack of sexual knowledge, sexual education, and it is supposed to be a sin in the family to talk about sex. So, I mean, you are married because it's a ritual. And then at the end of the marriage, you're supposed to consummate the marriage, and you do not know what you need to do on both sides, the male and the female. So this is another extreme. And on the other hand, we have these things that are coming up now. So this is one whole spectrum. It's a very multifactorial very problem. diverse. It's not so simple as you can imagine with just a sildenafil pill and that's it. Yes. Of course, very rarely it's not sufficient, of course. Thank you very much, everyone, for your speech, for your moderation. And je remercie tout le monde et je vous invite tous pour aller dîner au buffet ce soir. Le soirée gala, c'est demain soir. Et demain, rendez-vous à 9h ici en salle pour le début des sessions. Thank you, everyone.